sur un sujet susceptible d'intéresser aussi bien les entreprises et les pouvoirs publics que les passionnés d'histoire et les historiens, disons, professionnels. Le colloque de Strasbourg est donc le premier d'une série qui doit en voir, espérons-le, bien d'autres, une série que nous souhaitons longue et riche. Nous avons pensé que ce colloque, premier colloque fondateur, devait symboliser ce que seront les activités de l'Institut européen d'histoire de l'alimentation et ce qu'est déjà son esprit. Quelle ville, donc, mieux que Strasbourg, siège du Parlement européen, dont la présidente Nicole Fontaine, comme le rappelait Francis Chevrier, a soutenu activement notre projet, quelle ville mieux que Strasbourg peut mieux dire la vocation résolument européenne de l'Institut ? La brochette, si j'ose dire, la brochette d'intervenants que nous avons eu la chance de réunir pour ce colloque est, on le verra, on ne peut plus internationale et représente une Europe qui ne s'arrête pas aux limites de l'Union européenne. Les langues dans lesquelles se feront les diverses communications montreront cette diversité. Je vous signale en passant, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, qu'elles seront traduites en simultané et qu'on peut se procurer des écouteurs à l'entrée. Simultané en français, anglais et allemand. Cette diversité donc linguistique, cette diversité d'intervenants, le sujet du colloque de Strasbourg l'aborde de front en outre à travers le sujet, c'est-à-dire les identités alimentaires. L'alimentation, en effet, est l'un des domaines où les identités sont les plus visibles et les plus fortes. C'est par ces identités que l'on se rassemble, que l'on se ressemble, c'est par elles aussi que l'on se distingue, que l'on se différencie. L'échelle où nous allons observer ces phénomènes est variable. Elle peut être locale, régionale, nationale, voire continentale, puisque nous aurons, durant la table ronde, un historien américain venu nous parler des représentations bien sûr, entourant l'affrontement entre son hamburger natal et nos steaks frites. Les différenciations, au reste, ou les identifications, ne relèvent pas seulement d'une géographie alimentaire, elles recoupent aussi des stratifications ou des distinctions sociales et culturelles. Ce n'est pas la première fois qu'on réfléchit à ce genre de problème. Il nous semble que c'est la première fois qu'on les aborde, qu'on les prend en compte pour toute l'Europe, toute période historique confondue. Et il nous semble que c'est ce qui devrait féconder les échanges qui suivront les communications. Le sujet est donc vaste et susceptible d'accueillir de nombreuses recherches et de nombreuses réflexions. Nous avons été tout de même surpris de recueillir tant de propositions dans les quelques mois que nous avions à notre disposition pour préparer le colloque. Et des propositions émanant aussi bien de jeunes chercheurs que des maîtres incontestés dans le domaine de l'histoire de l'alimentation. Voilà qui confirme bien la vitalité de ce domaine, le dynamisme de ce domaine, dynamisme que l'Institut entend faire fructifier. Remarquable aussi est la diversité des approches, à côté des historiens des textes, qui travaillent d'ailleurs aussi bien sur les commentaires de théologiens que sur les livres de cuisine. Nous avons voulu donner une large place, celle qu'ils occupent dans l'histoire de l'alimentation, aux archéologues et aussi aux anthropologues. Ouvrir, décloisonner, telles sont les ambitions du colloque, ce sont aussi les ambitions de l'Institut. À ce foisonnement de perspectives qui vont nous emmener de la Norvège à la diète méditerranéenne, du pudding anglais au multiculturalisme culinaire des Balkans, à ce foisonnement, donc, nous n'avons pas voulu imposer de cadre trop lourd. Ce matin, une première série de communications nous permettra de comprendre comment se sont progressivement construits des modèles identitaires qui se sont révélés parfois imaginaires. Suivront cet après-midi des interventions plus centrées sur les croyances religieuses, qui sont des lignes de fracture traditionnelles, mais on verra qu'ils ne sont pas non plus des lignes infranchissables. Enfin, demain matin, la visée se resserrera sur un certain nombre de produits emblématiques. Et puis, l'après-midi, une table ronde rassemblera autour de Anthony Rollet, Adèle Den-Hartog, Jean-Louis Flandrin, Steve Kaplan, Massimo Montanari et Anthony Riera-Melis, pour qu'ensemble, ils mettent en évidence les racines historiques des différences entre les Européens et les autres, c'est-à-dire par exemple les Américains ou les sociétés africaines. Cette table ronde commencera à l'heure prévue, 15h, mais ne sera pas précédée
d'une communication introductive comme c'était prévu au départ. C'est un changement de programme qui vous a été déjà signalé sur une affiche. Ça nous laissera davantage de temps à consacrer au déjeuner dominical, tant il est vrai que les historiens de l'alimentation, comme je l'ai constaté dans de nombreux colloques auparavant, ont pour leur matière une passion qui n'est pas seulement intellectuelle. Eh bien, je crois qu'on peut commencer. Je laisse la parole à Jean. Bien, merci beaucoup. Donc nous avons ce matin une séance qui est lourde, comme toutes les autres d'ailleurs, comme les deux autres de cet après-midi et de demain matin. Chaque intervenant disposera donc de 20 minutes et nous aurons 10 minutes de discussion après chaque communication. Donc normalement, si nous ne prenons pas de retard, il y aura une pause vers 11h et nous reprendrons sous la présidence de Jacob Tanner, qui est ici, donc pour la deuxième série de communications à 11h15. Alors, l'avantage de ces trois grands chapeaux, modèles, croyances et produits, c'est qu'au fond, d'abord, ce sont de très beaux titres, je félicite ceux qui les ont trouvés, mais c'est qu'ils sont interchangeables. C'est que nous allons quand même parler un peu de croyances cet après-midi et que nous parlerons aussi de produits, et je ne doute pas que nous parlions cet après-midi et demain de modèles. Ces trois titres sont très intéressants, mais en fait, on a toujours besoin de faire référence à des modèles lorsque l'on parle de questions culturelles. Alors là, moi, il se trouve que je suis géographe, donc la question des modèles a beaucoup fasciné les géographes, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, les a torturés aussi, ils n'ont pas toujours un discours extrêmement clair à ce sujet, je trouve. Et d'ailleurs, qui a vraiment un discours clair avec les modèles, puisque c'est une notion qui entretient des rapports compliqués avec la codification. Qui dit modèle dit nécessairement à un moment ou à un autre manuel, inscription d'un certain nombre de règles gravées dans la loi, gravées dans le marbre. Et en même temps donc de moyens de maintenir ces modèles, c'est-à-dire donc soit d'un académisme, soit même dans certains domaines de loi. Et on va évoquer dans la première communication la question de la réglementation fixant des modèles d'appellation d'origine contrôlée, par exemple. Ce qui est fascinant, c'est que la modélisation en matière culturelle touche certains domaines et certains pays plus que d'autres. Par exemple, en France, la langue a été touchée par la modélisation très, très tôt, je dirais, dès le XVIIe siècle, enfin le XVIe, enfin surtout au XVIIe siècle, avec la fondation d'une académie destinée à maintenir des règles de la langue, ce qui n'a pas empêché la dite langue, d'évoluer considérablement, et la dite académie, qui existe toujours, l'Académie française, de prendre acte d'un certain nombre d'évolutions, ce qui est tout à fait d'ailleurs dans son rôle. Mais modélisation ne veut pas dire fixation définitive. Ça ne veut jamais dire cela, même dans un domaine comme la langue française, qui a été à laquelle les rois de France, puis les républiques successives se sont attachés très fortement. Dans le domaine des beaux-arts, ça varie beaucoup d'un art à l'autre. En architecture, il y a eu pendant à certaines époques des modèles très stricts dont il n'était pas question de s'échapper. L'architecture a été très sensible à l'académisme. C'est même encore le cas aujourd'hui probablement, mais ça n'empêche pas les évolutions, même s'il y a des périodes au cours desquelles, dans les écoles d'architecture, on enseigne vraiment des tables de la loi. En fait, il y a la génération suivante, on voit tout ça par-dessus les moulins et on invente une nouvelle forme d'expression architecturale. Alors en matière d'alimentation et de boissons, les choses sont très compliquées. Je crois qu'il faut distinguer, et c'est ce que nous ferons dans le courant de la matinée et des journées qui viennent, entre les filières agroalimentaires, pour lesquelles dans certains cas, il n'y a pas de modèle du tout. Chacun fait ce qu'il veut. Dans d'autres cas, il y a des modèles, et c'est le cas précisément des appellations d'origine contrôlée qui reposent, je vous le rappelle, mais je pense que ce sera évoqué par mon voisin tout à l'heure, sur des usages loyaux, locaux et constants. Bon, l'idée de constant, c'est pas si simple que ça à définir en matière de produits de filières agroalimentaires. Donc c'est vrai qu'il y a des appellations avec des règles très strictes, qu'il s'agisse de camembert ou de différents vins, mais vous savez bien aussi que même lorsque l'appellation est très rigoureuse, il y a quand même des interprétations possibles. Et il y a au moins, il y a autant de camembert d'appellation d'origine contrôlée que de fabricants. Il y a autant de Gevrey-Chambertin que de viticulteurs, et même que de parcelles de Gevrey-Chambertin. Donc tout
cela n'est pas si simple que ça. Puis alors quand on tombe dans des produits qui ne sont pas fixés par une appellation d'origine contrôlée, eh bien il y a des variantes encore plus grandes. Prenez le cas de l'andouille de Vire, avec ses différences entre l'authentique, la véritable, la vraie, l'andouille de père en fils, etc. Vous avez autant d'interprétations d'un modèle très hypothétique de quand date-t-il, comment s'est-il fixé, ou d'ailleurs est-il fixé, tout ça est bien compliqué. Et puis alors dans le domaine des préparations culinaires, qui intéressent beaucoup d'historiens, peut-être plus que les géographes, qui n'ont pas accordé beaucoup de soins à ces questions-là, beaucoup de travaux sur les filières agroalimentaires, très peu sur les préparations culinaires du côté des géographes, sauf mon collègue Claude Touvenot, qui est un voisin d'ici, puisqu'il a beaucoup travaillé sur la Lorraine. Je crois que là, c'est l'idée de modélisation qui est très passionnante, enfin du moins c'est intéressant d'y réfléchir, implique toujours énormément de liberté par rapport à la partition, même dans les époques, et la France est un des pays qui a essayé de codifier justement les recettes de cuisine, même dans un pays comme la France, on a toujours pris beaucoup de liberté, même dans les périodes où au contraire où l'on essayait justement de figer les recettes, hein, je sais pas, sous le règne de Louis XIV ou sous Carême ou sous Escoffier, en réalité on a toujours... Tous les cuisiniers ont toujours énormément interprété, et ne parlons pas de ce qu'ont fait les épigones, c'est-à-dire donc le grand public, les cuisinières et les cuisiniers au sein de leur famille, interprétant plus ou moins à leur façon, à leur sauce, des recettes codifiées dans des livres qui eux-mêmes étaient suivis par certains et pas du tout par d'autres. Donc tout ça, ce sont des questions très importantes où en même temps on voit bien apparaître un certain nombre d'idées à certains endroits, se diffuser ces idées sur des étendues plus ou moins grandes, et certains de ces modèles, entre guillemets, disparaître aussi à d'autres moments de l'histoire. Donc deux mots sur, et puis je laisserai la parole tout de suite à Laurence Bérard et Philippe Marchenet, deux mots sur cette question de la modélisation. Je crois que les historiens qui sont majoritaires dans cette salle accordent, et c'est normal, c'est leur métier, une grande importance aux évolutions temporelles, c'est-à-dire en l'occurrence des modèles, l'évolution des modèles dans le temps. Je crois qu'il ne faudrait pas négliger, et c'est mon métier de géographe de le dire, de le rappeler, qu'il ne faut pas négliger les phénomènes spatiaux, c'est-à-dire que les modèles, si modèles il y a, apparaissent à un moment donné, certes, mais en un lieu donné. Et à partir du moment où ils sont apparus dans un lieu, eh bien, ils se diffusent, ou ne se diffusent pas d'ailleurs, ils peuvent rester très étroitement. Il y a des recettes, il y a des plats, il y a des produits qui sont vraiment les produits d'un lieu précis et qui ne se sont jamais diffusés à l'extérieur et qui ont parfois une remarquable longévité. Ça, c'est très intéressant. Mais il y a aussi des produits, des préparations, des styles culinaires ou de boissons qui se répandent qui se diffusent sur des aires qu'on peut appeler aires culturelles, très vastes, plus ou moins vastes, liées évidemment à des questions environnementales, de sol, de climat, mais liées bien plus à des questions de culture. Et on s'aperçoit que dans tous les cas, dans le domaine de la géographie culturelle, les questions environnementales ne doivent pas être négligées, ne sont pas un fond de décor. C'est souvent ce que pensent les historiens de la géographie. La géographie plante le décor physique. Hein. Nous plantons les reliefs, les climats, etc. Mais bon, non, on sait le faire, mais c'est pas un décor. Nous essayons de montrer la dimension environnementale des phénomènes culturels, en l'occurrence. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette diffusion crée donc des aires plus ou moins grandes, avec des frontières plus ou moins flou, plus ou moins dur. Il y a des frontières extrêmement visibles et très stables. Par exemple, la frontière du chou-suri, la frontière de la choucroute, passe à quelques dizaines de kilomètres d'ici, et au fond, on a franchi la ligne bleue des Vosges pour aller vers la France de l'intérieur, qu'à la faveur d'événements géopolitiques, c'est-à-dire à la faveur du rattachement de l'Alsace et de la Lorraine à l'Empire allemand après 1871. Donc un certain nombre d'Alsaciens sont venus de l'autre côté et ont transporté leurs modèles alimentaires, entre guillemets. Donc c'est l'origine des brasseries de la gare de l'Est à Paris et d'un certain nombre de villes de France. Mais il y a des frontières extrêmement étonnantes et qui sont très difficiles à expliquer parce qu'elles se passent dans l'imaginaire et qu'elles deviennent au fil des années et des siècles profondément ancrées dans les mentalités. Alors nous semblons, et je m'arrête là, vivre une période dans cette mondialisation de mélange
de toutes ces habitudes alimentaires, de toutes les filières agroalimentaires. Je crois que c'est une tendance, certainement, mais que cette tendance ne doit pas faire oublier qu'il y a la tendance contraire et que, justement, c'est le thème de ce colloque, identité, qu'en période de grand brassage culturel, et Dieu sait si ça brasse aujourd'hui dans le monde, en période de grand brassage culturel, eh bien, il y a une tendance très forte aussi à vouloir s'ancrer sur des valeurs, à vouloir s'ancrer sur des modèles qui apparaissent comme des sécurités. Donc la blanquette de veau, est-ce une sécurité face à la mondialisation? Pourquoi pas? Mais pour beaucoup de gens, c'est ça. Et je crois que les deux tendances contradictoires existent et que nous en sommes tous ici plus ou moins pétris de ces tendances. Nous sommes tous avides de découvrir des choses à l'extérieur, avides dans notre façon de nous alimenter aussi, de mélanger un certain nombre d'idées qui viennent de partout dans le monde, glanées au cours de nos voyages, au cours de nos passages dans les différents restaurants. Et en même temps, nous sommes tous profondément attachés à la cuisine de nos grands-mères, à la cuisine de notre terroir. Et après tout, c'est cette contradiction qui fait sûrement la richesse des questions de l'alimentation et de la manière d'étudier ces différentes questions. Alors, je donne la parole tout de suite. Donc, c'est Philippe Marchenet, je crois, qui va présenter la communication, le sens de la durée, ancrage historique des produits de terroir et protection géographique pour 20 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. À l'issue d'un tirage au sort très récent, c'est moi qui aurai le plaisir de vous présenter le fruit d'une réflexion commune avec Laurence Bérard, et Laurence répondra aux questions que vous voudrez bien lui poser. Voilà, nous avons pris comme prétexte la question très actuelle et très porteuse d'enjeux de la protection de l'indication géographique des productions agricoles et alimentaires locales. Dispositif qui s'est mis en place à l'échelle européenne au cours de ces 10 dernières années, à peine. Prétexte aussi pour un dialogue avec les historiens, que nous ne sommes pas, puisque la dimension temporelle constitue ici une des composantes principales de l'identification et de la caractérisation des produits qui sont précisément candidats à cette protection géographique. Alors, en 2 mots, parce que je pensais que vous auriez peut-être les papiers, nous avions produit un encart dans lequel cette réglementation est expliquée, parce que nous ne pouvons pas entrer dans les détails, mais en 2 mots. Cette réglementation concerne la protection d'un nom de produit en relation avec son origine géographique et les qualités que lui confère cette même origine. Ça, c'est pour faire très court, mais cela veut dire bien évidemment, par rapport à notre propos, que derrière la simple réservation juridique d'un nom, évidemment, toute une série de critères viennent nourrir cette démarche. Alors, travaillant, Laurence et moi, sur les questions liées à la dimension culturelle, disons au sens large, de ces produits, et compte tenu des nombreuses situations que nous avons rencontrées sur le terrain, aussi bien d'ailleurs en France qu'en Europe, plutôt en Europe du Sud, sachant qu'en Europe du Nord, il y a tout un tas de choses intéressantes, évidemment, nous voudrions mettre ici l'accent sur 3 points, parce qu'il faut bien sélectionner en 20 minutes, sachant évidemment qu'il en existe bien d'autres. Alors, le premier point qui nous paraît important, c'est le sens de la durée. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? Le deuxième point, que nous rencontrons très souvent aussi, c'est comment aborder l'histoire pour des produits qui n'ont pas laissé ou très peu de traces. Nous pensons notamment aux productions autarciques qui ont pu, par une inversion de statut, devenir aujourd'hui des candidats précisément à la protection. Troisième point, quelle est la relation entre la réputation, je dis bien réputation parce que c'est un terme qui est utilisé explicitement dans le règlement européen de protection de l'indication géographique, quel est le lien entre cette réputation et l'histoire? Ce qui nous permettra aussi d'ailleurs d'examiner rapidement, mais d'examiner quand même quelles représentations peuvent être liées à l'histoire, représentations notamment au niveau des producteurs. Voilà. Alors, en ce qui concerne le premier point, le sens de la durée, le législateur qui a travaillé sur ce règlement a considéré qu'une génération était suffisante pour que l'ancrage historique puisse être, disons, argumenté, ceci évidemment au sens
d'engager une procédure de protection géographique. Une génération, ça fait 30 ans. Évidemment, ça peut être fantaisiste, et en tout cas, ce n'est pas une bonne façon, à notre avis, de voir les choses, et c'est loin d'être aussi simple que cela, évidemment. Parce que on trouve, dans la multitude de productions, on trouve des produits à histoire que nous appellerons histoire longue. Pour prendre quelques exemples, la carpe de la Dombe, où nous habitons, où il y a une prolifération de sources, où on peut vraiment trouver beaucoup de choses. Je pense aussi à l'anchois de l'Escala, en Catalogne, produit sur lequel notre collègue Tony Riera a travaillé dans le cadre d'un programme que nous avons conduit ensemble. Je pense aussi à la châtaigne ardéchoise, qui sont vraiment des productions avec un ensemble de sources très important. Et puis à côté de cela, il y a d'autres productions dont on a l'impression qu'elles existent depuis peu. Nous pensons par exemple aux productions fruitières qui ont souvent remplacé la vigne après la crise du phylloxéra. Alors là, on trouve des zones de production de cerises, par exemple, ou de pêche. Dans le sud-est de la France, c'est évidemment très marqué. Excusez-moi. Également des zones de production fruitière qui se sont développées avec l'arrivée du chemin de fer. Voir à ce sujet le rôle très important du PLM Paris-Lyon-Marseille pour développer toute une série de productions fruitières qui sont devenues ce qu'on pourrait appeler traditionnelles. Donc ça pose la question. Le terme traditionnel n'entrant pas en débat aujourd'hui, mais étant pour nous évidemment aussi très intéressant. Ceci, c'est juste ces quelques exemples pour vous dire que l'amplitude temporelle peut varier évidemment considérablement d'un produit à l'autre, sans pour autant constituer un facteur intrinsèquement qualifiant. En d'autres termes, la légitimation, si on peut appeler ça comme ça, mais on peut revenir sur ce terme, en tout cas c'est souvent comme ça que cela se produit, en d'autres termes, la légitimation d'un produit n'est pas proportionnelle à la profondeur de l'ancrage historique. Alors, à propos de ces fameux produits qui n'ont pas laissé ou qui ont peu laissé de traces, pour un certain nombre de produits, les sources sont disponibles, pour d'autres non. Mais le fait qu'il n'y ait pas de source à propos d'un produit, évidemment, ne veut pas dire pour autant que ce produit n'existait pas. Tout simplement, c'est un produit qui n'a pas été retenu. Retenu dans quelles circonstances, selon quelles modalités, par exemple, retenu par les gens des classes aisées qui les appréciaient, ou simplement par l'établissement de circuits commerciaux particuliers. Alors, ceci nous interroge et nous fait poser la question suivante. Qui octroie la notoriété, qui octroie la réputation, et dans quelles conditions? Alors, les préférences alimentaires, comme je disais tout à l'heure, des classes aisées, évidemment, ont sans doute largement contribué à faire connaître un certain nombre de produits. De même, le filtre de la ville et du marché. Pensons par exemple au jambon de Bayonne, on pourrait dire le jambon de Parme. Pensons au bleu de Sassenage, tout simplement fromage bleu, c'est du côté de Grenoble. On descendait les fromages du Vercors à Sassenage pour les vendre à Sassenage, d'où ils étaient expédiés. Et le fromage s'est appelé bleu de Sassenage. Pensons aussi à la rosette de Lyon, qui en fait est devenue de Lyon assez récemment, la rosette étant un produit beaucoup plus répandu dans la grande région lyonnaise, y compris les monts du Lyonnais et probablement un petit peu en allant sur le Massif central. Voilà comment un certain nombre de produits peuvent sortir de l'anonymat. Ceux-ci sont sortis de l'anonymat. Mais nous posons la question, qu'en est-il des autres? Qu'en est-il des autres? Enfin, anonymat par rapport à l'extérieur, bien sûr. C'est toute la question de la sortie du produit, comme vous disiez tout à l'heure, pour aller ailleurs. Alors, pour tenter de répondre à cette question, enfin, en tout cas d'alimenter le débat sur le sujet, nous sommes convaincus qu'à chaque fois, en tout cas que cela est possible, il faut prendre en compte, d'une part, l'histoire orale, pour ce qui est de l'analyse du passé proche, ce qui renvoie d'ailleurs, mais nous ne le développerons pas ici, mais ça renvoie à la question très intéressante de l'oralité et de l'écriture,
Et c'est un débat particulièrement riche en ce qui concerne les productions locales et aussi à mettre en perspective avec les questions de réglementation. Alors d'une part, importance des enquêtes orales et en tout cas de l'histoire orale, et d'autre part, importance très grande aussi, nous l'avons observé, de l'histoire économique locale, et évidemment en particulier lorsqu'elle est récente. Alors nous avons un bon exemple sur lequel nous venons de travailler, donc c'est assez frais si on peut exprimer ça comme ça. Il s'agit du beurre en Bresse. Et ce qui est particulièrement notoire, c'est que cette production n'apparaît pas, elle est renommée, hein, bien sûr, hein, le beurre de Bresse est renommé, et pourtant cette production n'apparaît pas dans les enquêtes, et en particulier dans une grande enquête sur les beurres et fromages qui a été réalisée en 1813, renouvelée en 1872 et encore renouvelée en 1885. Et nos amis et collègues Philippe et Marie Iman nous ont aidés sur ce point-là. Et puis, un autre ouvrage d'un monsieur Pourriot qui a écrit un ouvrage de référence sur les produits laitiers, début de siècle, ne mentionne pas non plus le beurre de Bresse comme étant distinct des autres. Lorsqu'il est mentionné, en tout cas dans les sources, c'est à titre tout à fait ordinaire avec les œufs et avec d'autres choses. Alors que les beurres de Normandie, de Charente sont déjà, eux, très, très connus. Donc on s'interrogeait beaucoup sur ce point et en regardant de façon plus proche, on s'aperçoit que les coopératives, que ce qu'on appelle les beurreries coopératives bressanes, ont été créées dans les années 1930. Et en fait, ce sont elles qui ont fait sortir le beurre des fermes, puisque les fermières se sont empressées devant la difficulté du travail à réaliser. Le beurre, c'était quelque chose de très très contraignant à la ferme, et les fermières, évidemment, ont couru vers la beurrerie coopérative, s'allégeant ainsi d'un travail important. Et ce sont ces beurreries coopératives qui ont donné la réputation au beurre, à tel point que dès les années 36-39, les beurres de Bresse gagnaient déjà des médailles au concours général agricole de Paris, et que dans d'autres concours, ils dépassaient, enfin ils étaient au moins au même niveau que les beurres de Charente et de Normandie. Donc, ceci pour dire que les sources, entre guillemets, classiques, elles sont intéressantes pour localiser, pour identifier, pour contextualiser aussi les productions. Mais parfois, elles peuvent poser quelques difficultés pour avoir une bonne connaissance détaillée du produit. Voilà, alors à la lumière de cet exemple, nous nous posons une autre question, et toujours dans l'idée d'un dialogue avec vous. Quelle est la période la plus à même de renseigner, enfin, d'aider à mieux comprendre la profondeur historique d'un produit? Est-ce que c'est l'époque médiévale? Je ne parle pas de l'Antiquité, encore que, où allons-nous? Époque médiévale, époque moderne, époque contemporaine. Il nous semble que l'histoire rurale, et particulièrement tout ce qui s'est développé fin 19e, début 20e, est particulièrement apte à nous renseigner sur ces produits, et en tout cas à rendre compte de leur réalité. Alors une autre question qui peut être intéressante à regarder, c'est comment cela se passe-t-il du côté des producteurs ? C'est-à-dire comment ceux-ci, dans le contexte, toujours nous sommes dans le contexte de protection qui est notre entrée, comment les producteurs se situent-ils par rapport à l'histoire? Alors en fait là le registre n'est pas du tout le même, alors que l'approche historique va chercher à mieux connaître, enfin en tout cas pour ce qui nous intéresse nous, va chercher à mieux connaître le produit. L'approche des producteurs a pour vocation essentielle de valider l'ancrage historique. En fait, c'est surtout une recherche de preuves, une sorte de recherche de certificat d'authenticité, où l'on retrouve d'ailleurs le rôle très important de l'écrit certificat par rapport à l'oral, dont on ne sait pas trop comment le prendre. Donc document écrit, attestation, si vous voulez, dont d'ailleurs la fiabilité peut parfois être mise en doute. Alors, pour le monde de la production, et la plupart du temps, la preuve de l'antériorité donc ne peut se concevoir qu'à travers ce type de documents,
et nous pouvons dire que c'est une vision strictement utilitaire de l'histoire. Alors, tout à l'heure, je disais que les documents peuvent être parfois un petit peu bricolés, et il y a un exemple assez intéressant qui se trouve avec que l'on rencontre avec le fromage Abondance, qui est un fromage à pâte pressée mi-cuite que l'on trouve dans le Chablais, donc dans les Alpes du Nord, et qui est très connu aujourd'hui et qui fait l'objet d'ailleurs d'une appellation d'origine contrôlée en France et protégée au niveau européen. Donc fromage qui va assez bien, qui se développe bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'élaboration du dossier de démarche d'acquisition d'une protection, il y a une chose qui a retenu notre attention, et notamment à travers le travail qu'il avait réalisé dans le cadre d'un autre programme que nous avions fait en commun avec Philippe Iman et Marie Iman. Donc je reprends ce qu'ils ont travaillé, l'objet de leur recherche là-dessus. Il se trouve qu'à côté du fromage à pâte pressée dont je vous parlais tout à l'heure, il y avait dans cette zone une production de vacherin, qui est un fromage à pâte molle, assez différent, même très différent de l'abondance que l'on trouve actuellement. Et il se trouve que, alors c'est un fromage qui a aujourd'hui quasiment disparu. On peut encore le trouver au moment de Noël, mais ça a quasiment disparu. Et c'est ce vacherin qui bénéficiait d'une grande notoriété localement. Et c'est ce vacherin que l'on a retrouvé dans des documents, y compris dans un document très sûr, qui est une mince monacale de l'abbaye d'Abondance, qui date de 1458. Et alors, ce sont les éléments historiques du vacherin qui ont été mis à contribution pour défendre l'ancienneté du fromage Abondance d'aujourd'hui, alors que ce fromage, c'était le fromage de tous les jours. C'était un fromage dont on n'avait jamais parlé parce qu'il se consommait de façon très autarcique et domestique. Voilà, donc c'est simplement pour illustrer le propos. Et pour enchaîner, poser aussi la question que nous annoncions tout à l'heure, des relations entre ce que nous appelons, la notoriété. Disons que on pourrait établir des nuances entre notoriété et réputation. Je préfère que nous parlions de réputation et que pour le moment nous le tenions comme synonyme de notoriété, même si on peut voir dans le TLF où c'est à peu près synonyme. Bref, relation entre réputation, notoriété et histoire. Alors là, toute l'ambiguïté dont est porteur le terme histoire se retrouve dans une campagne de communication très récente de la Commission européenne, la Direction générale de l'agriculture, donc qui s'occupe des produits locaux, des dispositifs européens de protection, qui est très mouillée dans l'affaire. Et la Commission la Commission européenne, dans cette campagne, parle d'histoire, mais vous allez voir en quels termes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de collecter des matériaux scientifiques, mais de raconter une histoire. Réellement, il s'agit de raconter une histoire. Alors, je cite les trois grands slogans de la Commission que l'on retrouve sur tous les prospectus de la communication, à l'adresse particulièrement du monde de la production. Alors, racontez-nous votre produit, nous en parlerons à tout le monde. 2. Si votre produit a une histoire à raconter, il ne tient qu'à vous de la faire connaître. 3. On reconnaît les produits qui ont une histoire. Ouais, alors là, c'est très très insistant, et on est bien donc dans de l'histoire qui n'est pas celle que l'on pourrait concevoir, et là on est bien dans le registre de l'histoire qui alimente la notoriété. Et donc là, on a vraiment affaire à des mécanismes complexes de cette construction de la notoriété. Mécanisme complexe parce que on ne va pas entrer dans les détails, là il me reste 5 minutes, mais 3 minutes, j'ai compté ça, ça va aller. Donc, mécanisme qui mobilise le hasard. Je vous passe l'histoire du Roquefort avec le petit berger, son crouton de pain, qui mobilise l'accident, l'erreur, la légende, et toute une série de personnages célèbres. Et à ce sujet-là, je citerai Pierre Boisard à propos du camembert dans son livre qui est tout à fait pertinent sur ce sujet-là, qui s'appelle le camembert mythe national.
Boisard dit que l'on a affaire à un intime mélange de la légende et d'éléments empruntés à l'histoire, ce qui rend l'affaire encore donc d'autant plus confuse. Et nous avons détaillé dans notre texte le magnifique exemple du Brie. Et il faut lire ça parce que c'est trop drôle. Et puis il y a aussi un très bon exemple qui n'est pas mal non plus. C'est celui du Pintado de la Drôme qui mobilise Hannibal, ses éléphants, le passage des Alpes. Enfin, c'est assez intéressant. Puis alors aujourd'hui, tout ceci explose complètement avec l'arrivée des sites qui concernent ce que l'on appelle les produits de terroir sur l'Internet. Alors, sur ces sites web, on s'aperçoit que l'histoire est complètement projetée en avant. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive, nous avons donné des adresses de sites dans notre papier, vous arrivez sur le site et vous tombez sur une page d'histoire, mais c'est une histoire telle que nous venons de vous l'énoncer. Hein, l'histoire, on ne dira pas fantaisiste, mais il faut regarder les sites pour comprendre. Alors, ceci pour vous dire que la construction de cette légitimation donne lieu à un corpus, c'est un véritable corpus de récits, de contes, d'exemples, de légendes, qui mérite d'être étudié comme un objet de recherche à part entière, de la même manière que l'on procède pour les contes, par exemple. Et pour conclure définitivement, nous dirions que c'est sans doute là un des nombreux points de convergence et d'échange potentiel, mais très, très riche sans doute, entre les historiens et les anthropologues dans ce domaine des productions locales. Je n'ai pas donné la définition des produits de terroir, mais on pourra la faire dans la discussion. Nous avons une définition simple de ce qu'on pourrait appeler un produit de terroir. Donc dans ce domaine particulier lié aux produits, où, de toute évidence, la dimension identitaire et l'histoire de l'alimentation sont très, très présents. Voilà, nous vous remercions de votre attention. Merci bien. Alors, y a-t-il des remarques ou des questions posées à Philippe Marchenet et Laurence Bérard? Oui? Vous annoncez votre nom, peut-être? Est-ce qu'il s'agit d'aider les agriculteurs à informer, à retrouver des informations sur des produits qui existent, ou bien est-ce qu'il s'agit d'inventer une tradition? Parce que c'est tout de même deux approches un peu différentes. Effectivement, nous sommes assez sensibles à votre remarque parce que nous travaillons beaucoup dans cet esprit-là. Et tout ce que développait Philippe à propos de la difficulté qu'il y a à prendre en compte la dimension historique de ces productions-là, il nous semble que l'approche anthropologique a son mot à dire également, en particulier, comme le disait Philippe, à travers l'histoire orale, parce que lorsque nous effectuons des enquêtes sur le terrain et que nous rencontrons des personnes qui maintenant ont 70-80 ans, qui nous racontent comment elles ont elles-mêmes appris de leurs grands-parents à fabriquer un fromage ou un jambon, nous considérons que la profondeur historique est là et est tout à fait argumentable. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je pense que de cette façon-là, il est tout à fait possible de collaborer de façon constructive et intéressante avec certains agriculteurs qui seraient intéressés par la mise en avant de certains produits. Parce que, contrairement à ce que l'on pourrait parfois imaginer, en ayant un discours un peu destructeur sur les produits de terroir, c'est une vision de l'esprit, c'est simplement du marketing, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de brouhaha énorme autour de ces productions-là, et que dans une espèce de catégorie très ectoplasmique, où on ne sait plus trop, justement, quels sont les produits de terroir, quels sont les produits qui ne sont pas de terroir, et les grands groupes industriels ont très bien compris tout l'intérêt qu'ils pouvaient retirer de ces produits. Ils ont vu qu'il y avait une niche à prendre. Donc, tout ça, effectivement, complexifie beaucoup l'idée qu'on peut se faire des produits de terroir, alors que, sur le terrain, il existe encore une multiplicité de productions tout à fait intéressantes et dignes d'intérêt et capables et pouvant être mises en valeur et en avant, oui.
d'intervenir. Est-ce que vous ne croyez pas que le plus important quand même pour le consommateur, c'est la qualité du produit? Et c'est vrai qu'un produit qui ressemble à son terroir, à la fois physique et humain, est, s'il est bien fait, un produit de qualité, même s'il n'a pas de passé. Je connais un petit fromage de chèvre qui est fait en banlieue parisienne sur une exploitation anciennement céréalière et qui est un fromage de chèvre merveilleux, qui n'a aucune appellation, aucun passé et qui est très apprécié dans le Val d'Oise de tous les habitants. Après tout, est-ce que c'est pas ça l'essentiel? Et il ressemble à son terroir en plus. Mais il y a aussi des produits qui ne ressemblent pas à leur terroir. Je pense que le chocolat suisse ne ressemble pas à son terroir et pourtant, il ressemble à son terroir, à son terreau culturel. Mais pourtant, c'est vraiment un produit d'immense qualité. Je n'ai pas parlé de qualité précisément, parce que la qualité, c'est encore un tout autre débat. C'est quelque chose de très polymorphe, de très difficile. Les produits de terroir ne sont pas obligatoirement et systématiquement des produits de qualité. Nous insisterons surtout sur la diversité. La diversité des productions. Après, c'est une histoire de goût en plus, parce on pourrait dire beaucoup de choses sur les goûts, les préférences alimentaires. Et il y a des goûts qui ne sont absolument pas appréciés 50 km plus loin. Et je parlerai par exemple des saucissons à cuire à base de couenne, qui sont très localisés, avec des variantes qui sont très localisées et des préférences organoleptiques très marquées. Donc la qualité, c'est quelque chose de très différent, en plus très manipulable. Et oui, mais ça pose toute la question du consommateur, de la définition du consommateur, entre le consommateur lambda qui, c'est bien connu, aime les choses moins sucrées, moins salées, moins fumées, mais ça arrange aussi ça arrange aussi l'industrie agroalimentaire. Mais vous avez également les usagers connaisseurs qui connaissent les productions localement et qui ont des exigences. Donc toutes ces questions sont très compliquées. Mais il ne faut pas assimiler les productions au terroir à la qualité supérieure, avoir des espèces de clichés comme ça. En fait, les choses ne se passent pas effectivement de cette façon-là. En revanche, ce qu'il nous semble intéressant, c'est de pouvoir faire en sorte de conserver toute cette diversité localement et de conserver la diversité organoleptique de ces produits. Oui. Vous avez parlé devant le micro, hein. Merci. Je suis Isabelle Téchouer, je suis doctorante en anthropologie à l'Université de Bordeaux 2 et je travaille actuellement sur les pratiques alimentaires des mangeurs aquitains et notamment les produits de terroir. Alors, je serais curieuse de connaître votre définition du terroir. Et puisqu'on a parlé de qualité, je voulais savoir si vous aviez trouvé une définition pour qualité. Voilà, merci. Nous garderons bien de donner une définition de la qualité, parce que je crois qu'on peut donner 20 définitions de la qualité. C'est bien le problème. Pour ce qui est du terroir, c'est la même chose. Le terroir, il y a énormément de littérature sur le terroir. Nous sommes plutôt intéressés à la définition des produits de terroir. C'est un peu différent. Que d'ailleurs, nous préférons qualifier de production agricole et alimentaire, locale et traditionnelle. Alors évidemment, c'est inutilisable, mais l'expression produit de terroir, pour nous précisément, elle galvaude tellement tout un tas de notions que nous essayons de ne pas trop l'utiliser. Alors pour nous, les productions de terroir, croisent l'espace, le temps et reposent sur des savoir-faire partagés. Et à travers ces 3 critères, on se rend compte qu'on arrive quand même à faire le tour de ces productions-là. Un ancrage historique important, une localisation géographique claire et les savoir-faire partagés. Les savoir-faire partagés, c'est très important parce que c'est ce qui relie le produit à la société. Donc, il nous semble, pour essayer précisément d'y voir plus clair, compte tenu de tout ce qui se passe actuellement, dont vous avez rapidement parlé, problème de mondialisation, gens qui n'ont plus de racines, qui savent plus à quel sens se vouer, etc. Enfin, tout ça, on connaît bien. Et de ce fait-là, tout ce qu'on peut dire sur ces produits-là, nous, il nous semble que ces 3 critères fonctionnent assez bien pour arriver à dégager une catégorie un peu cohérente et qui fait sens. Dernière question, peut-être? Oui. Prenez le micro, s'il vous plaît. Je m'appelle Peter Scholiers de Bruxelles. Je suis intéressé dans le concept de linguistique, le concept de
produit de terroir, comment est-ce que là pourrait se traduire par exemple en anglais, en italien, en néerlandais, en espagnol? Alors, c'est un concept qu'on utilise en Europe aujourd'hui, mais c'est très français. Absolument. Et nous avons discuté des heures avec nos collègues italiens, espagnols et portugais pour essayer de traduire en espagnol, en portugais, en italien produit de terroir, et nous ne sommes pas arrivés. Parce que, effectivement, cette notion de terroir est quand même très particulière à la France. Permettez-moi juste d'ajouter un mot. Nous avons dû traduire, parce qu'il faut bien à un moment donné traduire quand on a dans un titre le mot produit de terroir, même s'il est entre guillemets, comme nous aimons bien l'utiliser entre guillemets. Alors, nous avons une traduction qui s'inspire un petit peu de toutes les traductions qui circulent à propos soit du règlement, soit des commentaires sur le règlement. Alors, il y a Local Agricultural Foods and Foodstuffs. Alors, le local est pas mal, mais ne traduit pas la dimension historique. Vous voyez ? Alors que c'est vrai que produit de terroir, si c'était pas si galvaudé que ça, le multidimensionnel est là. Mais c'est vrai que sinon, il y a toutes les mauvaises traductions comme territory ou des choses comme ça qui ne sont absolument pas valides. Hein. Monsieur Kaplan. J'allais dire simplement qu'il y a aussi un poids idéologique. Bien sûr. Quand même effacer tout ça et prétendre qu'on est là dans un texte scientifique. Oui, non, absolument. Hein. Pour ce qui est de l'idéologie, c'est la raison pour laquelle nous insistons beaucoup sur la diversité et non pas sur le fait de se recroqueviller sur ses racines. C'est très clair pour nous. C'est vrai que cette notion de produit terroir, elle est très rémanente en plus. Hein. On la retrouve dans la géographie régionaliste. C'est vrai mais nous sommes très conscients de ces connotations qui peuvent être tout à fait pernicieuses et dont il faut se méfier. Mais précisément, prenant en compte cette question-là, ce n'est pas pour autant qu'il faut faire table rase de cette dimension culturelle très forte qui existe et c'est vrai que nous insistons beaucoup sur les terroirs associés à la diversité, à la prise en compte de la diversité culturelle à tous les niveaux, parce que finalement les produits de terroir, on a du mal beaucoup à les traduire, mais on se rend compte que cette notion de production localisée associée à des qualités particulières et à des attachements, elle est très présente partout. Cette notion, en revanche, elle n'est pas spécifique à la France. Alors, c'est vrai que le terme de terroir, etc., c'est vrai que, il y a des relents pétinistes dont il faut vraiment se méfier et il faut être attentif à ça, bien évidemment. Et nous sommes très attentifs, qui est très forte. Bon, je crois qu'il va falloir nous arrêtons parce qu'on pourrait parler une journée entière de ce sujet. Donc, je donne la parole à Alain Grieco, lui demandant d'aller à la tribune pour que tout le monde puisse le voir, pour donc Mediterranean Diet, History and or Myth. Excuse me. Our discipline, as most food historians know, is one that has to contend on a daily basis with a series of idées reçues which rapidly slip into the realm of myth. As an historian working on late medieval food history, I've been fascinated for the past 10 or so years to see how the concept of Mediterranean diet has taken hold in the collective imaginary, not only in Italy and in other Mediterranean countries, but also in Northern Europe and in the United States. This dietary phenomenon that has changed the way of thinking about food, if not the culinary habits themselves, has spread to most of the Western world and is another example of the extent to which we are in the era of globalization. In any case, let me begin in a somewhat tongue-in-cheek way by quoting from an interview published by the French newspaper Libération on the 16th of October 2000. And I'd like to thank Odile Redon for sending me this article, in which the Italian Olympic swimmer Massimiliano Rosolino, a surprise winner of 3 medals,
responded to suspicions as to his use of illegal substances by stating quite simply, and here I quote him, "Mon dopage, ce sont des spaghettis et du parmesan." But if the Mediterranean diet is good for athletes, and of course, more generally for everybody, it seems that it also has a remarkable influence on another category of living beings. Now, if we can have the slide, you will see that that Mediterranean snacks with olive oil, parmesan, and chicken are also in high demand for cats. So, now let me become a little bit more serious. What I would like to do in the 20 minutes I have to speak is to work my way backwards in time. In other words, we will begin with the recent events and try to show you some of the information I've collected on this new food fashion that seems to be sweeping over us. In the process, some of the catchwords characterizing the so-called Mediterranean diet will be isolated, and then we'll try to look at what might be, in a perforce somewhat sketchy way, the history of this diet. A brief look at the publications that have come out in the past 50 years concerning Mediterranean cookery tells a fascinating story. Based on the subject catalog of the Library of Congress, have come up with the following information, which is, of course, not complete, but certainly indicative of the general trend. The story begins with a volume by Elizabeth David entitled A Book of Mediterranean Food, published in 1950, a classic in its own right that remained for a very long time a kind of vox clamantis in deserto. In fact, the next volume on the subject was published only 13 years later, in 1963, and then was followed up by 2 other volumes and in that same decade, one in 1967 and another in 1969. I hope I'm not going too fast for the translation. Okay. Before going on to tell you about the slow and inevitable progression of these cookery books on the shelves of bookshops and libraries, I must now make a rapid detour into another field which is more strictly medical. In fact, in this period we have to place the work of Ansel Keys, born in 1904 and still publishing in the 1980s. A well-known and ultimately influential doctor specializing in the field of cardiovascular medicine, he contributed not only to his specific field, but also took up writing on the Mediterranean diet, which he singles out as producing higher life expectancies. His first book, published in 1959, was Eat Well and Stay Well, which was then followed by the more specific How to Eat Well and Stay Well the Mediterranean Way, 1975. These 2 books, and I'm sure that a specialist in medical literature could find both more authors and titles that followed up on these path-breaking works, gave a scientific dignity to what was perceived before as simply a rather poor diet, or should we say a diet of necessity. In any case, whether this new dignity of a Mediterranean diet was responsible or not for the success story of this diet, what is absolutely certain is that suddenly there is an increase of books on this kind of cookery, and an increase that is more than noticeable. Whereas in the 50s there was 1 title, in the 60s there are 3, as we've just seen. This then changes first rather slowly and then with an increasing momentum. In the 1970s we are up to 6 titles only, but then the 1980s bring 15, and the 1990s a kind of explosion with no less than 50 titles, mostly concentrated in the years after 1993.
The trend seems to be ongoing and even unstoppable, since the year 2000 alone brought 7 titles, and this year, 2001, in which the first month is not yet finished, we already have 3 new books. Now, if we look at these volumes, and here you will have to excuse me if I cannot enter into details, it becomes apparent that they all come up with similar themes, catchwords and concepts that tell us something about the mental geography of what has come to be known as the Mediterranean diet. To a certain extent, it is purely a matter of geography, and therefore we have a tautological situation where any cuisine from the Mediterranean basin qualifies, but on the whole, this concerns a minority of cases. More usual is the identification with certain products, and thus we will find in the titles references to fish, olives, olive oil, herbs, vegetables, and pasta. Or, inversely, the absence of certain ingredients, such as the book that promises, and I quote, best 125 meatless Mediterranean dishes. The other catchword is, of course, health, which shows up in a variety of ways, from the Mediterranean cookbook, a delicious alternative for lifelong health, to the rather, to my mind at least, unappetizing Love Your Heart Mediterranean Low Cholesterol Cookbook, which clearly capitalizes on the more serious work of Ansel Keys. More apropos to our concern here are the publications that refer to the history of this diet. And I cannot resist mentioning the book by a certain Formica Mabel, published in 1997, and this is the title, Mediterranean Basin Cooking, 50 Centuries of Diverse Cuisines, which clearly puts us straight back to the Neolithic period, and thus gives this diet a culinary pedigree that is hard to surpass. So up to now I've mostly mentioned English language publications, but if one looks at what is being offered on the book market in France and Italy at present, we will find a situation similar to the one just described for the holdings of the Library of Congress. In August 2000, when I did this little search, there were 16 titles available in French with much the same characteristics as the ones mentioned above. Some of the books are directly aiming at foodstuffs that are considered central to the Mediterranean diet. Béni soient les pâtes and Secrets et vertus de l'huile d'olive being 2 examples of such titles. In Italy, strangely enough, the choice seems much more limited both in quantity, only 9 titles going back as far as 1992, and in scope. In fact, there were only a maximum of 3 titles a year being published, and above all, with a slant towards what might be called medical and historical popularization. In England, on the other hand, I found 22 current titles on sale, but unlike the French and the Italian titles, they use the word Mediterranean in no less than 20 out of 22 titles, underlining what must be thought to be an essential term to attract customers. The French and Italian publications are, of course, referring to this diet, but do not necessarily do it explicitly as of their titles. I hardly need to draw any conclusions, but it is worth saying that it seems that the number of titles and their explicit use of the term Mediterranean diet or cookery are inversely proportional to the distance from the geographical location from which this phenomenon presumably came from. So enough said about this contemporary phenomenon, which still needs to be pursued beyond the book world and into that of women's magazines and the press more generally to be fully appreciated. Now, I would like to turn back in time and say something about the diets from the low Middle Ages to the early modern period in the Mediterranean basin. To what extent, if at all, is there a diet that is specific to this area?
But let us begin with the concept in a more general way by reminding you that the historical concept of the Mediterranean as a geographical crossroads that had a strongly Unitarian influence despite the opposition between Islam and Christianity was developed by Henri Pirenne in his well-known book on Mahomet et Charlemagne, and was picked up again for a much later period by Braudel in his work on the Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Philip II. Neither of these historians, however, were much concerned with the problem of diets and cuisine, even though Braudel did include a very timid half-page on this subject. The concept of the Mediterranean as an important cultural matrix has been argued more than once by geographers, historians, and politicians, but the extension of this idea to include the realm of food and diets is, to my knowledge, a very recent development, as I have just tried to show you. However, in the past 20 years, above all, there have been an increasing amount of historical studies that permit us now, and this is what I would like to do in the following minutes, to examine whether one can speak of some kind of a Mediterranean diet or cuisine in the past, and if so, in what terms. Two food historians in particular have worked, albeit in somewhat different ways, on the idea that in Europe there has been an opposition between a northern food culture and a southern one, Barbara Santich and Massimo Montanari. Although at first sight it might seem a simple enough problem to tackle, it soon becomes obvious that we must first agree on what constitutes a food culture in the first place, and what are the elements that go into constituting such a culture. Barbara Santich, the Australian food historian, author of an innovative thesis finished in 1987, read an interesting paper on this subject some years ago at a conference in Montreal, which has since been published. In this article, which summarizes her doctoral dissertation, she begins by drawing attention to the fact that if a northern and a southern culinary tradition existed in medieval Europe, this was due to the different cultural, economic, and geographic realities that stood behind their cuisines. She then points out that food historians must make a certain amount of distinctions in order to analyze and compare different culinary traditions in an efficient way, and above all, in order to avoid vast generalizations that are all too often the norm. The approaches she suggests in order to come to a characterization. Thank you. I'm being reminded I have 5 minutes. So the approaches she suggests in order to come to a characterization of a given culinary tradition are three: an analysis of the ingredients used, an examination of the recipes predominating, and finally a careful examination of the cookery techniques current in a given tradition. The first approach, an analysis of the ingredients used in a given tradition, is at first sight a somewhat confusing one, since she reminds her reader that although ingredients are at times an important element in a cuisine, they are not enough to determine its uniqueness. Despite the fact that ingredients are produced by an agronomical system that is modeled by a given culture, they still cannot be seen as cultural products in quite the same way as a culinary recipe. What distinguishes the two is that recipes are much more univocal and culture-specific, despite migrations, borrowings, etc., than the ingredients that go into making them. This becomes quite apparent if one considers that the same foodstuffs can and are used in radically different ways by completely different culinary traditions. Now, if I'm going to respect my time limit, I'm sorry, but I'm going to have to summarize rather rapidly what is left. And I'm just going to do this, I hope for the translators it's not a problem. But basically,
there are two tacks that I would like to take. One is the idea that local produce ends up moving into a kitchen, and that's a normal process. The example that she gives is the use of lemons, oranges, and dates in Italian cookery of the Middle Ages. I'm not going to be able to give you any details about this, but if we look at Italian cookbooks of this period, we will find that the percentages of the recipes where these ingredients appear, apart from the fact that in most cases they are not really produced in Italy, that these percentages compare very much to the same kind of phenomenon happening in England in the same period. From memory, let me just say that dates appear in Italian cookbooks. Between 5 and 7% of the recipes have dates in them. In England, in the 14th century, we'll find exactly the same amounts. But of course, you might say these are marginal ingredients. So let me move to something that's much more central and say that if we look at meat consumptions, there is a kind of an idée reçue that often is still repeated, whereby the idea is that in Southern Europe the consumption of mutton is very high, and inversely in Northern Europe you'll find more consumption of pork and possibly beef. Well, this again is a problem, because if we look at consumption patterns in medieval Italy, but Spain would be the same, and southern France also, it is true mutton has a fairly important place in the diet of the general public. However, if we look at more specifically the higher echelons of consumption, well, we'll find that in Italy and in southern France, I'm not so sure about Spain whether that is true, the consumption is above all of veal and not of mutton. So in other words, if you can choose, you choose something that is basically, we even might say, anti-economical, considering the production possibilities of southern Europe. I'm going to therefore jump to some concluding remarks to pull together all of this, and say that having gotten to this point, it is not easy to conclude with a nice and neat statement. What I've been trying to suggest is that the history of the Mediterranean diet is more of a contemporary construct that has undoubtedly valid medical reasons, but its historical consistency remains problematic, even if we go back only to the late Middle Ages, let alone 50 centuries. In fact, if we look at the diets of those who could choose their food in the 14th and the 15th century in Italy, southern France, and parts of Spain, we inevitably find large amounts of meat, including fowl of all kinds, and inversely, a very clear shunning of vegetables, olive oil, and even more so of fish and cheese, all of which now are considered staples of the so-called Mediterranean diet. On the other hand, the 16th century does see in Italy, maybe less so elsewhere, a new valorization of vegetables and olive oil, but much less of fish and cheese, a trend that might be tentatively put on the credit side of a southern diet, if you want to call it that, distinct from a northern one. But what about lower class diets? Well, those might well have been closer to what we might now call the Mediterranean diets, but let me underline to what extent this was clearly linked to necessity. When these populations began to be able to make choices, say in the last 40, 50 years, they inevitably gravitated away from this diet, as anybody can see by looking at the new consumption patterns developed, for example, in Spain, in Italy, and in Greece. Thank you.
Merci beaucoup. Je donne donc la parole à la salle pour quelques questions. Qui souhaite intervenir? Oui? Prenez le micro, hein. Prenez bien le micro pour que les traductrices puissent... Alors... Well, thank you very much. Yes, thank you very much for this very interesting presentation. I think you touched already also the important point of the myths of the medical diet, because as you also said, if you look at recent consumption figures, you see that the consumption of meat is increasing very rapidly. The consumption of carbohydrates in the meaning of pasta is decreasing and becoming also in the direction of the same type of nutritional problems you can find in the north. Also the wine is gradually being replaced by beer, for instance, and all these developments. So I think the medical world has to redefine a little bit the Mediterranean myth. Thank you. Voulez-vous répondre quelque chose, non? Je ne pense pas que c'était une question. Hein. Oui, une question ici, oui. Non, je me pose un problème de manipulation du discours diététique. C'est-à-dire que le livre qui a été cité, Eat Well and Stay Well, est un livre en collaboration de Ansel Keys et de sa femme, qui d'ailleurs assure les recettes. Et il traduit des enquêtes qui avaient été faites sur le territoire italien, notamment dans les années 50. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder les enquêtes de l'Institut supérieur de la nutrition italien sur les mêmes endroits dans lesquels Ansel Keys et son équipe travaillaient. Je cite un cas, le cas de Crotone en Calabre, où il y a des enquêtes scolaires détaillées sur les 5 ans de l'école primaire. Or, ce qui ressort de ce tableau, c'est que le pays est dans un état de dénutrition remarquable, l'espérance de vie est très basse, il y a de nombreux cas de goitre chez les enfants qui attestent justement, ce qui va parfaitement avec tous les livres des années 50-60, notamment je pensais à Pierre Georges, etc., qui donnaient des données sur justement la vie et l'espérance de vie dans ces populations. Or, les Américains arrivent sûrement avec des objectifs très limités et qui, effectivement, ne valorisent nullement le régime méditerranéen, mais qui valorisent leur propre interrogation à partir d'une enquête qui a déjà ses réponses. Parce que, autrement, je veux dire, l'état sanitaire des enfants italiens dans les mêmes endroits ferait problème à l'intérieur de passages à partir du moment où on va conseiller un régime. Or, le livre de 62, c'est une histoire très compliquée, est traduite par la femme de Fidanza. Fidanza deviendra le responsable numéro 1 de l'Institut de la nutrition et un des porteurs du régime méditerranéen. C'est bien une classe médicale qui adopte des modèles, les promeut et donne caution à toute cette masse de livres de recettes qui après se greffent sur ces données qui, d'un point de vue médical, étaient à l'origine faux. Oui, votre voisin veut intervenir. À moins que... Non, ça va? Non, ça va. Très bien, très bien. Oui, Antoine Riera, je vais fer una petita reflexió, Siricadi Greco. Comparer la situació de la societat actuelle, qui est une société laïcisée où les contre-religions n'ont aucune importance, avec ce qui succède dans le 15e ou 14e siècle, un peu hasardé. Parce que pourquoi l'huile d'olive, les fruits et les agrumes n'ont pas de prestige? Perquè són les aliments qu'on doit manger les jours de maigre. C'est l'Église qui a fait. Pour ça, si est associé à une restriction alimentaire, à une expiatoire, il est bien compris qu'il ne peut pas être considéré comme des aliments plaisants dans ces contractions. On peut dire l'Église a mis ça parce qu'avant on était considéré comme des aliments ne pas plaisants, mais on doit aller jusqu'au monde romain pour trouver avant ça. Dans tous les Moyen Âge, cet aliment on portait un marché de desprestige
i o què em va les manger, perquè on doit les manger obligatoirement pendant 125, 126 jours, pendant l'année. Pour ça, il est difficile revendiquer un prestige et une notoriété à ce qui est une obligation religieuse beaucoup ancienne. Oui, alors, dans la partie que j'ai dû couper pour respecter le temps, justement, j'ai essayé de montrer que au cours du XVIe siècle, il y a un changement. C'est-à-dire que les végétaux, les fruits, l'huile d'olive commencent à devenir un modèle de consommation qui est plus acceptable. Mais c'est justement à travers les cours cardinalistes en Italie que ça se fait, ce processus. Donc, alors, je me demande pourquoi au Moyen-Âge, on ressent la consommation de végétaux et d'huile d'olive comme une espèce de renonciation, alors qu'au XVIe siècle, ça devient le modèle, disons, de consommation des classes supérieures. Donc, je pense qu'il y a des autres éléments qui finissent par peser assez lourdement dans la balance. Une dernière question derrière, là. Attendez, le micro. Oui, je voulais juste revenir sur ces fameux produits qui sont connotés positivement ou pas, mais simplement les fruits en l'occurrence ne peuvent pas être classés dans la même catégorie que les légumes ou que les fromages, je pense, parce qu'en plus à l'intérieur des fruits il y a effectivement les fruits de luxe, et je pense pas qu'on puisse dire que les oranges soient automatiquement du côté des normes religieuses. C'est un produit de luxe, c'est un produit que l'on trouve effectivement dans ces fameux réceptaires culinaires qui renvoient à des cuisines aristocratiques, et tout le discours médical à ce sujet révèle bien l'ambiguïté sur la connotation de ces produits, qui sont à la fois considérés plutôt comme des médicaments et non pas comme des aliments, parce qu'ils ne nourrissent pas, mais ils sont là pour corriger les déséquilibres des humeurs dans le corps, et donc il faut aussi les consommer, comme on dirait aujourd'hui, avec modération. Bon. Je pense que nous pouvons passer à la communication suivante, donc à la troisième communication de cette demi-matinée. Donc Philippe Iman, si vous voulez passer à la tribune, s'il vous plaît. Alors vous ne serez pas vu, vous serez entendu seulement. D'accord. Donc je commence. Donc l'importance d'une pratique culinaire n'est pas forcément l'aliment qui pèse le plus dans la formation d'une identité alimentaire. Ainsi, si les Français sont appelés les frogs par les anglo-saxons, ce n'est pas parce qu'on mange quotidiennement les grenouilles. C'est l'aspect insolite de la consommation qui joue dans cette façon d'identifier un peuple. Toutefois, l'aliment de base peut servir à l'identification d'un peuple ou d'une localité, tel les raves dans le Limousin, qui pendant des siècles servaient à l'alimentation des habitants de cette province, et également à la création d'une identité alimentaire. D'autres aliments entrent dans la création d'une identification, si j'ose le dire comme ça, ou plutôt des stéréotypes. Prenons les périgordins. Au XVIIIe siècle en particulier, c'est les truffes qui sont associées au Périgord. Chacun sait que les truffes ne font pas partie de la régime habituel des périgordins. Alors, jusqu'ici, les sobriquets qui se rattachent à cette façon d'identifier un peuple ou une province sont peu exploités par les chercheurs. Ils participent toutefois à la construction d'une identité et nous renseignent sur des pratiques qui échappent d'autres sources. La collecte des sobriquets est un phénomène assez récent, mais on trouve toutefois une littérature apparentée dès le XIIIe siècle. Le concile d'Apostole
du IIIe siècle énumère des produits qui sont associés aux lieux précis. Ainsi, on cite les anguilles de la Barne, des échalotes, des tempes, entre autres. Au XVIe siècle, on retrouve le même phénomène dans les petits ouvrages les dits de pays, qui, à nouveau, associent produits et localités. Par exemple, je cite, on dit « Les bons pâtés sont à Paris, les tripes à Saint-Denis ». Alors, l'attribution d'un sobriquet nous intéresse parce qu'ils évoquent également ces fameux liens entre population et localité. Alors, Van Gennep, en 1936, on parle de la collecte de sobriquets ainsi, je cite, « En théorie, on doit distinguer les surnoms individuels et sobriquets collectifs à la fois de point de vue psychologique et de point de vue linguistique. Il semble que le surnom ne devient que rarement un sobriquet. C'est seulement au sobriquet collectif que convient le terme blason populaire, inventé par Canel pour la Normandie et adopté par la suite par les folkloristes. Alors, Alfred Canel écrivait en 1859 un ouvrage intitulé « Blason populaire de la Normandie », comprenant les proverbes, sobriquets et dictons relatifs à cette ancienne province et ses habitantes. Je pense que c'est important de regarder la préface de cet ouvrage. Il disait « Notre vieil langage, blasonné, dont blasonné signifiait à la fois dire de bien ou dire de mal, louer ou médire. C'est le blason populaire, mais le blason populaire, excusez-moi, s'inspire plutôt de la satire que de l'éloge. Il est la contrepartie du blason chevaleresque. L'esprit français ne pouvait faire moins d'opposer l'un à l'autre. Le blason populaire embrasse toutes les expressions vernaculaires consacrées par l'usage pour qualifier un individu, une parcelle de peuple, un peuple, une agrégation de peuples. Le blason populaire repose sur les circonstances historiques, sur les observations des mœurs, sur des particularités locales. À ce titre, malgré les allures souvent triviales, il y a quelques droits à l'attention de l'homme d'étude, car il est en quelque sorte l'histoire du peuple, comme, pour en revenir à l'expression consacrée, les proverbes en sont la morale. Alors, il faut donc s'interroger tout de même sur la véracité de certains sobriquets et les mettre autant que possible dans un contexte historique. Alors, pour le faire, j'ai confronté les informations qu'on trouve dans les sobriquets collectifs avec les données historiques que Mary Iman et moi ont exploité dans le cadre de l'inventaire de patrimoine culinaire de la France. Alors, il s'agit d'une base de données avec 40 000 références. Toutes les références associent un produit à un lieu précis. Donc, prenons le cas des habitants d'un village dans la Lozère qui s'appelle Chirac. En 1947, Claude Seignol nous apprend que les mange-chèvres nous parlent des mange-chèvres de Chirac. Il nous cite une petite dicton. À Chirac, la ville, ils mangent des chèvres pourries. Ils les mettent sur un petit plat et ils disent que c'est de bons moutons. Alors, comment interpréter le sobriquet, la référence des années 40? Alors, si on regarde les documents anciens, on trouve que dans le Lozère, en 1866, on recense 12 366 chèvres. Mais ces chiffres ne nous disent pas comment les animaux sont exploités. Est-ce qu'on consommait la viande de chèvre, par exemple? Alors, dans un texte encore plus ancien, 1560,
Brien de Champier disait, je cite, « Dans la province de Narbonne, on mange la viande de chèvre tous les jours, car on y élève des troupeaux de chèvres. » Pareil, en 1815, de Roquefort, qui annote le travail de Legrand aussi sur la vie privée, disait « On mange beaucoup de chèvres dans le Lyonnais, le Forez, le Dauphiné, l'Auvergne et le Languedoc. » Alors, mais à partir de 1891, les références à la consommation de chèvres diminuent, voire disparaissent. Et au XXe siècle, c'est plutôt le fromage de chèvre qu'on cite. Alors, pour revenir aux Chiracois, qui en 1947 sont qualifiés de mangeurs de chèvre, il faut tout de même s'interroger sur la véracité de cette appellation, mais tout de même il faut noter qu'à cette date, bien après la consommation de chèvre a en quelque sorte disparu, il se trouve très localisé et très méprisable. Alors, prenons un autre exemple, cette fois en Normandie. Les Normandes au XVIe siècle sont qualifiés de mangeurs de bouillie. Alors, le bouilli en question peut être une bouillie d'avoine, un bouilli de sarrasin et quelquefois même un bouilli de froment. Alors, Canel, que j'ai cité tout à l'heure, qui avait travaillé sur la Normandie, disait au XIXe siècle, « Nous pouvons affirmer que la bouillie, quoique bien déchue de son ancienne réputation, conserve encore parmi nous bon nombre de partisans, trop peu, néanmoins, pour que nous ayons encore le droit incontestable à l'épithète satirique de bouilleur. » À peu près à la même époque, Jules Lecoeur avait écrit aussi, « Le bouilli de sarrasin était autrefois d'un usage traditionnel à certains endroits dans tous les ménages. Cet usage est tombé en désuétude. » Alors, ici, le sobriquet, qui en réalité n'a que peu de rapport avec la réalité, nous envoie à une pratique ancienne. Donc, la façon d'interpréter les sobriquets change avec le temps et désigne quelquefois une réalité disparue. Encore intéressante et différente en ce qui concerne la façon qu'on interprète un sobriquet, je vais vous parler un petit peu de la Champagne. Alors en 1932, Louis Morin nous dit que les habitants de Rigny-la-Nonneuse, dans l'Aube, sont appelés les Goustailles. Alors, ça surprend certaines personnes aujourd'hui qui associent l'ail plutôt aux provinces du Sud. Et on peut s'interroger sur la véracité, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi les Goustailles. Alors, au XVIe siècle, dans les 10 pays, on remarque une petite phrase, à Romilly, oignon et eau. Eau, c'est évidemment les ailes. Alors, donc, mais il y a en France plusieurs localités de nom Romilly, dans l'Aube, dans l'Eure, dans l'Eure-et-Loire et dans Loire-et-Cher. Donc, l'identification de ce Romilly posait des problèmes pour les personnes qui nous présentaient ce texte. Alors, si on regarde tout de même la carte, on voit que Romilly-sur-Seine est à 15 km de Rigny-la-Nonneuse. Ce n'est pas un hasard, à mon avis, donc, que les habitants de Rigny s'appellent les Goustailles. Ils se trouvent dans un secteur où l'ail est important depuis 300 ans. Ces quelques exemples illustrent l'exploitation possible et l'intérêt, à mon avis, de coupler les informations venant des sobriquets avec une recherche documentaire qui nous permet quelquefois de découvrir une réalité qui échappe aux sources classiques. Merci. Bien, merci beaucoup. Y a-t-il des interventions sur les sobriquets? Oui.
Allez, on va vous passer le micro tout de suite. Marie-Hélène Sonner de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Je voulais juste intervenir en tant qu'ethnologue, puisque il me semble qu'il y a une source qui est... c'est Christian Bomberger qui a beaucoup travaillé sur les sobriquets. Bon, ça concerne l'Iran, où il montre qu'effectivement, les sobriquets peuvent paraître étonnants pour ceux qui les reçoivent, mais en fait, ils font référence au groupe qui donne le sobriquet au groupe en question, et ils montrent simplement qu'il y a une très très forte différence entre les deux, et donc on est plutôt dans l'incompréhension culturelle ou la marque de cette incompréhension. Il y a effectivement toujours une réalité qui est là. Donc c'était juste aussi pour noter l'importance des travaux des ethnologues sur ce thème précis. Pour moi, c'est de confronter les informations qu'on retient d'un seul examen des sobriquets avec les documents. Parce que les documents complètent la façon qu'on lit ou qu'on interprète le sobriquet. Et je pense qu'il faut faire évidemment très attention aux sobriquets qui concernent en réalité une époque ancienne, mais la pratique, dans certains cas, a disparu. Il y a le fameux sobriquet des ventres jaunes sur lequel vous avez peut-être des choses à dire, non? Disons que c'était plutôt pour illustrer... Ah bah tu veux en parler? Non, c'était pour illustrer les propos de Philippe. Effectivement, les Bressans ont été très longtemps surnommés les ventres jaunes, et ils continuent de l'être d'ailleurs, parce que leur alimentation était essentiellement faite à partir de gaude, qui est une bouillie de farine de maïs. Mais il y a une... On dit aussi que c'est parce qu'ils étaient tellement riches qu'ils mettaient... C'est ce que j'allais dire. Ah bon, pardon. J'allais dire que dans ce cas présent, il y a une discussion autour de l'origine du sobriquet. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas très valorisant pour les Bressans. Les pièces d'or autour de la ceinture, c'est pas mal. Oui, mais bon... Moi, je préfère ça. Je pense qu'on a l'impression souvent que le sobriquet est dévalorisant. Mais je ne vous ai pas cité d'autres exemples. Il est très, très fréquent, quelle que soit la province, qu'on dit les habitants de tel lieu sont des gourmandes ou sont des friandes, etc. Alors donc, la gastronomie ou bien l'amour de la bonne cuisine, ou le fait qu'on trouve à tel endroit des choses à manger bien préparées, sans désigner forcément l'aliment en question, revient fréquemment dans les collectes de sobriquets que j'ai regardées. Autre remarque? Oui. Devant. Oui, c'est à propos du... Oui. C'est à propos du Concile d'Apostole. Bon, ce texte est effectivement un texte assez unique du XIIIe siècle. Je me demandais simplement si on pouvait l'utiliser véritablement dans l'optique des sobriquets, parce que c'est pas tellement, enfin dans l'optique que tu utilises des sobriquets, parce que c'est pas tellement en fait, les habitudes alimentaires d'une population, c'est plutôt la réputation d'un produit qui vient de cette région. Donc là, on est effectivement dans le côté du positif. Ce qui est intéressant dans cette liste du XIIIe siècle, c'est qu'on voit qu'il y a des réputations gastronomiques qui existent déjà, des produits qui, disons, à l'intérieur de l'espace français, de l'espace linguistique français, disposent d'une renommée qui permet. Alors, quel genre de texte c'est, ce Concile d'Apostole? On a l'impression que c'est un texte un petit peu littéraire, à l'usage, au fond, une sorte de liste de topoï à l'usage, au fond, de ceux qui écrivent. Un usage littéraire. Donc ça veut dire qu'on utilise cela comme illustration d'un discours, en quelque sorte. Mais donc il existe des réputations. Donc, je crois que c'est un petit peu différent que des notations que fait par exemple Bruyère-Champier, qui est là un vrai trésor, on peut le dire, pour les sobriquets, les habitudes alimentaires régionales. J'ai appelé cette littérature une littérature apparentée. Je trouve que c'est apparenté au sobriquet, mais évidemment, c'est pas la même chose. C'est l'association entre lieu et aliment, beaucoup plus que pratique alimentaire. C'est un peu comme les grenouilles, à la limite, c'est l'aliment qui est associé. Mais je pense pas que toutes ces associations
sont ni positives ni négatives. Je pense que suivant le cas, à la limite, si les Français appellent les Anglais les roast beef, c'est pas forcément dévalorisant. C'est simplement une question